Voilà, c'est parti. Bonjour, bonjour Catherine. Voilà, nous sommes tous les deux à l'occasion d'une petite vidéo en l'honneur de la sortie de Strega de l'autrice suédoise Johanne Likerholm, qui est parue donc le 8 septembre en Europe et le 6 septembre au Québec aux éditions La Peuplade, et qui est un livre que tu as traduit du suédois. Et dans le cadre de cette traduction, il nous a semblé intéressant à la Peuplade de te donner la parole aussi pour expliquer un petit peu, toi, comment tu percevais le livre, comment tu l'avais abordé et quelles étaient les questions que tu avais pu te poser pendant la traduction, histoire de montrer un petit peu les coulisses de tout ça, de comment un superbe livre, une première traduction d'une autrice avec une grande œuvre en devenir peut parvenir jusqu'au lecteur francophone. Avant de parler de Strega, est-ce que tu pourrais brièvement évoquer un peu ton parcours et comment tu en arrives à la traduction du suédois et aussi, je crois, du danois, si je ne me trompe. C'est ça, oui. En fait, je traduis d'abord du danois normalement. C'est ma première langue. Je suis née au Danemark, de parents français et je suis rentrée en France assez rapidement. Mais donc, au fil des années, j'ai vécu une dizaine d'années en Scandinavie entre mes 20 et 30 ans, grosso modo. Et quand je suis retournée en France, un des métiers qui semblait le plus évident pour faire une sorte de lien entre la Scandinavie et la France, c'était d'être traductrice en fait, d'être passeuse d'histoire, passeuse de mots entre les 2 pays. C'est vraiment un métier très pratique. En plus, j'étais jeune maman à l'époque et du coup, c'est aussi un métier qui permet d'être à la maison pas mal, donc j'ai un peu profité de ça aussi. Donc j'ai commencé par traduire surtout du danois, mais aussi du suédois parce que j'ai vécu aussi en Suède et en Finlande et un peu au Danemark aussi. Et donc du coup, ces 3 langues, enfin le danois et le suédois de Finlande et le suédois de Suède sont les 3 langues dans lesquelles je traduis vers le français. Voilà. D'accord. Alors, sur les langues, généralement, on attribue, disons, au traducteur aussi un autre rôle quand il ne s'agit pas de traducteur ou traductrice de l'anglais, de l'allemand, de l'italien, enfin de ce qu'on appelle les grandes langues. C'est celui de tête chercheuse, un peu de chercheur, chercheuse de projet. Bon, alors, sur la Scandinavie, il y a quand même eu toute une vague qui a fait que les traducteurs et traductrices ont été un peu plus sollicités directement par les éditeurs. Mais ce rôle de tête chercheuse, c'est quelque chose que tu fais aussi ou tu travailles plutôt en contact quand des éditeurs te contactent? Alors j'aime bien être chercheuse. Ceci dit, j'ai pas forcément eu beaucoup de succès auprès des éditeurs, de trouver des éditeurs qui ont publié mes coups de cœur, en tout cas pour l'instant. La plupart des textes que j'ai traduits ont été proposés par des hasards, parfois des rencontres, et c'est ça qui est vraiment très, très sympathique. On est effectivement pas si nombreux en Scandinave, donc du coup on se connaît, on se recommande les uns les autres aussi, ce qui est assez sympa. Et en l'occurrence, la Peuplade, je suis arrivée à la Peuplade grâce aux albums jeunesse, puisque j'ai commencé par traduire les albums de Tove Jansson avant de traduire La fille du sculpteur. Et c'est comme ça, je crois, que la Peuplade avait eu mon contact grâce aux traductions que j'avais faites des albums en premier, par exemple. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, c'est intéressant, je trouve aussi dans ton parcours, c'est que tu es très, enfin, multicanaux entre guillemets, puisque effectivement tu as traduit à la fois des albums et des livres jeunesse, de la bande dessinée et du roman adulte. C'est quelque chose que tu aimes, alterner les genres comme ça? C'est un des trucs que j'aime beaucoup. D'ailleurs, bon, quand on dit littérature scandinave, on pense d'abord polar aussi. J'en ai fait aussi pas mal, danois, suédois, j'en fais toujours. Et d'ailleurs, j'adore alterner un polar et des albums jeunesse parce qu'en général, ils sont assez glauques et donc du coup, il faut avoir une certaine dose pour ma sanité. Il faut rester. J'aime bien aller dans les albums jeunesse pour ça. Et donc, j'aime bien parce que les polars, ça nous permet de voyager aussi dans d'autres lieux. Il y en a qui ont des proses tout à fait intéressantes. Et j'aime vraiment, oui, moi en littérature, en tant que lectrice, j'aime bien tout. Donc du coup, j'aime bien aussi tout traduire, en fait, tout simplement. Un peu de poésie aussi, ce qui est pas toujours évident, mais j'aime bien ça aussi. Alors justement, dans cette multiplication des genres, il y a Tove Jansson dont tu as déjà parlé. À la Peuplade, on avait publié Fair Play, qui était un inédit en 2018, qui avait été traduit, 2019, pardon, qui avait été traduit par Agneta Segol.
puis une réédition en grand format du Livre d'un été, qui est considéré par beaucoup comme le chef-d'œuvre de Tove Jansson. Et donc, le troisième livre qui est paru l'année dernière, c'est La fille du sculpteur, qui était quasiment inédit, puisque je crois qu'un seul texte avait déjà été traduit dans un recueil de nouvelles consacré à Tove Jansson, qui était paru au livre de poche. Comment tu as abordé cette traduction? Alors, je crois qu'il y en avait plusieurs des nouvelles qui étaient un peu partout. Enfin, ils ont un peu, je sais pas trop ce qui s'est passé côté édition, ils ont un peu mélangé les textes. Mais bon, déjà, j'ai surtout pas été regarder les textes parce que c'est ce que j'avais fait pareil pour les albums. Il y en avait un sur les trois qui avait déjà été traduit, que j'ai retraduit. Et donc, c'est tout un autre travail, c'est aussi de retraduire. En fait, on revoit sa copie par rapport à ce qui a été fait une fois qu'on a terminé sa propre version pour être sûr qu'il n'y ait pas l'impression de copier ou je ne sais quoi. Tove Jansson, oui, j'ai vécu en Finlande et je travaillais à l'université suédophone pendant un moment, donc du coup, c'est l'auteur avec un grand A de la Finlande, donc c'était une vraie passion dès le début, évidemment. J'ai été très heureuse d'avoir eu l'occasion de traduire quelques albums des Moumines parce que c'est vraiment un truc emblématique, mais son œuvre pour adultes est tellement riche et tellement elle comporte tellement d'ingrédients absolument magiques et beaucoup. Il y a un énorme côté enfantin qu'on retrouve et qu'on revoit quand on a traduit les albums, enfin quand on a lu les albums aussi, et en même temps qui a un côté très profond et adulte. Et donc j'adore toutes ces couches qu'il y a dans ces livres de Tove Jansson. Et un petit scoop, il y aura peut-être une suite, un nouveau livre de Tove Jansson à venir, qui sait, mais j'en dis pas plus. Et par rapport aux albums, bon, c'est une écriture différente qui s'adresse à un autre public, les uns pour les enfants, les autres pour les adultes. Mais est-ce qu'il y a des similarités? Est-ce qu'on retrouve des choses? Est-ce qu'il y a une écriture de Tove Jansson? Est-ce qu'il y a des éléments qui subsistent d'un support à l'autre chez elle? Tout à fait. Et d'ailleurs, en traduisant certains c'est pas vraiment des nouvelles, mais des petits chapitres de La fille du sculpteur, on reconnaît presque pas des extraits, mais on se retrouve dans l'ambiance, dans l'atmosphère, dans la façon de décrire la nature, la forêt, les situations, et le vocabulaire revient. Enfin, donc oui, il y a vraiment une uniformité entre la Tove Jansson jeunesse et Tove Jansson pour adultes. Tout à fait. Alors, Tove Jansson, c'est un peu la figure tutélaire de la maison d'édition. C'est la seule autrice qui est décédée patrimoniale que l'on a décidé de publier pour l'instant. Et ça nous semblait important parce que c'est un peu comme une figure tutélaire, on va dire, qui guide un peu, qui donne une direction vers un type de littérature qu'on souhaiterait promouvoir. Après, tout le jeu étant plutôt pour nous de trouver de jeunes auteurs et de jeunes autrices qui vont peut-être pas se placer dans cette filiation, mais qui sont dans un état d'esprit un peu similaire ou qui ont un projet, enfin qui essaient d'avoir un projet, une œuvre aussi forte. En tout cas, on le leur souhaite. Et c'est le cas de Johanne Lykke-Holm, donc l'autrice de Strega. Elle est arrivée deuxième du Grand Prix du prix de littérature du Conseil nordique, l'année où c'est Nivia Corneliussen qui l'a gagné, qu'on avait aussi publié. C'est pas anodin. Et une des premières choses que je pourrais dire sur Strega, c'est que j'y ai retrouvé certaines choses de Tove Jansson. Alors, c'est ténu, mais tout de même, cette manière de décrire la forêt, la nature, il y a des ressemblances tout de même. Oui, là, je pense que c'est aussi un trait très scandinave, en fait, hein. La nature, chez les Scandinaves et les Suédois en particulier, ou les Finlandais, c'est un second personnage dans la plupart de leurs romans. Donc un, c'est un peu classique finalement comme trait du monde. Ce qui est amusant, c'est qu'aussi Johanne Lykke-Holm elle est traductrice en fait aussi. Elle est traductrice du danois. Et donc, elle a traduit notamment certains livres que moi j'ai traduits vers le français, par exemple. Et donc, on a aussi une autre connexion qui se crée à ce niveau-là, ce qui est assez amusant à noter. Voilà. Mais donc oui, Strega a des traits Tove Jansson. Tove Jansson a quand même influencé beaucoup d'écrivains scandinaves, notamment, évidemment. Alors, pour dire un petit mot sur le livre, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore lu ou vu un résumé, donc dans Strega commence avec en caméra embarquée, on va dire, à l'intérieur dans la tête d'une jeune fille qui est jeune, mais dont on a l'impression qu'elle est déjà presque au bout de sa vie, qu'elle a déjà vécu, qu'elle est déjà vieille,
un peu obsédée par le féminicide, pas grande perspective de vie. Elle vit chez sa mère dans une ville. On a l'impression que rien ne va lui arriver. Et puis, rapidement, elle accepte de participer à une sorte de programme où, avec 8 autres jeunes femmes, elles sont envoyées dans un hôtel dans les Alpes. On suppose que ce sont les Alpes italiennes. En tout cas, ça ressemble. Et puis, donc, dans ce village qui s'appelle Strega, et arrive au village, on prend un téléphérique, on monte encore dans le pâturage. Et là, il y a un grand hôtel dans un alpage où on trouve que cet hôtel, des forêts de sapins un peu brumeuses et puis un vieux monastère. Et dans cet hôtel, ces 9 jeunes femmes vont pendant une saison entière apprendre le métier de gouvernante ou de femme d'intérieur, de femme de chambre, épaulées par 3 personnes alors qu'il n'y a jamais aucun client. Il y a une atmosphère très particulière qui baigne le texte, et puis ces jeunes femmes vont se découvrir les unes et les autres et se structurer en une sorte de communauté jusqu'au moment où un événement que je ne révélerai pas va venir non pas briser, mais plutôt fissurer cette communauté et changer d'abord subtilement, puis un peu violemment les rapports entre les unes et les autres. Moi, je voulais savoir, Catherine, ce texte-ci, c'est l'éditeur, donc c'est La Peuplade qui te l'a proposé. Comment tu l'as abordé déjà? Est-ce qu'il t'a plu? Qu'est-ce que tu as aimé dedans? Alors, Comment tu l'as vécu dedans? s'il m'avait pas plu, je pense que j'aurais pas pu le traduire déjà. C'est quand même souvent, idéalement, évidemment, on n'a pas toujours absolument soi, mais normalement, il faut vraiment aimer le texte pour le traduire, ça semble un peu évident. Après, on l'aime plus ou moins, les textes qu'on traduit. Il y en a certains qui nous marquent plus. Celui-là, j'en avais entendu parler, puisqu'effectivement, je savais qu'il était en compétition pour le prix. Après, quand La Peuplade propose un livre, enfin, personnellement, moi, j'hésite pas très longtemps. Je suis presque sûre de signer avant même d'avoir lu le livre, presque, je pense. Ça fait partie de ces maisons où, voilà, où on a tout de suite envie de travailler. Peu importe le texte qu'il propose, on sait que ça risque quand même, il y a de grandes chances que ce soit un bon texte. Après Strega, je dois dire qu'à la première lecture, après, je me suis quand même dit: «Waouh, j'ai pas tout compris du premier coup, je pense que je comprendrai peut-être pas tout, j'ai sûrement pas tout compris. Est-ce que je peux traduire ça? Comment est-ce que je vais faire pour m'emparer de cette atmosphère si particulière et la retransmettre en français?» Donc oui, c'est quand même une première lecture assez perplexe, assez envoûtante en même temps, et en même temps, ouh là là, dans quoi je m'embarque? Donc c'était un peu tout ça mélangé, en fait, finalement, au début. Mais en même temps, un certain enthousiasme à essayer de enfin, à la découverte de ce texte qui est très cinématographique, comme plusieurs personnes ont déjà souligné, enfin, moi, c'est vraiment l'impression que ça m'a fait, et du coup, c'est un côté qui m'a beaucoup plu, ça, et de toute façon, l'atmosphère de ce livre est vraiment très particulière, et m'a tout de suite parlé, ça, c'est sûr. Donc voilà, mes premières réactions, c'était un peu ça. L'atmosphère du livre, elle est restituée, enfin, selon moi, par 2 choses. La première, c'est un art de la description qui va être, enfin, je vais emprunter le vocabulaire cinématographique parce que vraiment, c'est ce qui revient sur ce livre, mais comme des longs plans vers l'extérieur ou sur les décors intérieurs, avec d'un côté une atmosphère un peu glaciale de la forêt, de la montagne, et puis à l'intérieur, une ambiance surchauffée de l'hôtel, et en même temps des successions d'actions qui sont parfois exécutées de manière presque mécanique, et surtout au début, alors que la cohésion du groupe se fait progressivement, comme le retour à la vie ou à la sensation de la narratrice, il va passer par l'exécution d'actions. Je pense à un chapitre notamment qui détaille toutes les tâches de la journée dans un style très, très sec, très télégraphique. Euh, et finalement, c'est peut-être ça qui procure l'hypnose du texte, c'est cette langue. Quelles ont été les difficultés, ou plutôt les défis de traduction? J'imagine que restituer ça entre le suédois et le français, il y a une différence de langue, il y a peut-être une différence de ponctuation qui ont dû être adaptées à la traduction.
Ouais, alors il y avait, une chose qui était assez frappante, c'est que souvent, alors en particulier dans les polars, mais j'en ai fait pas mal, du coup ça m'en vient, la langue est très répétitive par rapport au français. La langue et ça gêne pas de répéter les verbes, de répéter «il dit» 10 000 fois, dans un texte scandinave. Bon, plus ou moins évidemment, là je caricature un peu, mais alors que là, j'ai vraiment eu cette sensation que les répétitions qu'il y avait, elles avaient toutes une légère nuance qui faisait que c'était pas juste des répétitions et que c'était vraiment toujours extrêmement, précis et très choisi comme répétition quand il y en avait. De plus alors une des difficultés, c'était peut-être, ah oui, bon, les phrases étaient pas très longues, c'est plutôt assez sujet, verbe, complément, enfin il y a pas de complexité, syntaxique en tant que telle. Par contre, le choix de son vocabulaire, c'est peut-être ce qui m'a un des trucs qui m'a posé le plus de problèmes, c'était justement la polysémie des mots et les mots qu'elle choisissait voulaient dire plein de choses à la fois et alors pour transmettre justement ce qu'elle voulait dire sans que ça devienne tout de suite lourd, c'était en fait le défi, il était principalement là. Il était là et l'autre point qui m'a demandé beaucoup alors que j'ai beaucoup hésité et on en a même discuté avec les éditeurs parce que c'est quand même un point très important, c'était le choix du passé simple. Parce que, il y a beaucoup de «nous». Alors autant le passé simple à la troisième personne, ça passe sans aucun problème. Dès qu'on met du «nous», «nous mangeâmes», «nous avançâmes», «nous» et cetera, ça quand même, ça c'est un parti pris, qui n'est pas anodin. Qui moi m'a semblé alors je suis passée par toutes les phases. J'ai même réécrit tout le texte au passé composé, pour dire, vraiment parce que il fallait voir les 2 pour vraiment décider. Et franchement, je suis très heureuse on soit tous finalement tombés d'accord sur ce passé simple malgré tout parce que à mon avis, il est essentiel pour créer, cette atmosphère si particulière du livre. Parce qu'en fait, en scandinave, il y a pas enfin, cette tendance-là du passé simple mais pas aussi marquée. C'est pas aussi et le «nous» avec les «âmes» et les «im» et autres, il n'y a pas ça dans le texte suédois quelque part. Mais quelque part, je pense que ça a permis en français de restituer quelque chose d'autre qui ne l'était peut-être pas ailleurs. Donc finalement, je trouve que ça participe du contexte, enfin, la construction de toute l'ambiance si particulière de cette histoire. C'est quelque chose dont j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs traductrices et traducteurs de langues non latines. Il y a il y a deux choses qui reviennent assez régulièrement. C'est la phrase à rallonge, un peu à l'allemande ou à la hongroise avec le verbe qui se déplace dedans. Et l'autre problème souvent, c'est la rigidité de notre concordance des temps en français par rapport à des langues qui sont beaucoup plus souples dans l'usage des temps qu'ils font. C'est le cas avec le suédois aussi. Exactement, oui. Oui, ah oui, en suédois, en théorie, on peut très bien avoir du passé simple et du présent et un peu tout dans la même phrase, ça choquera personne. Mais nous, évidemment, on ne peut pas passer de l'un à l'autre comme ça ne marche pas. Ou alors, ça fait très bizarre. Donc voilà. J'avais une dernière question, mais tu y as, je pense, en partie répondu. C'est sûr, et on l'a déjà évoqué, c'est la question de l'atmosphère cinématographique du texte. Alors, on a eu plein de références. Les premiers lecteurs nous ont donné plein de références. Moi, j'avais pensé en lisant à Mélancolia de Lars von Trier, probablement pour le grand hôtel et la dimension un peu esthétisante de la mélancolie du personnage principal. Il y a aussi Twin Peaks qui m'est venu à l'esprit pour le contraste entre l'hôtel surchauffé avec les couleurs très fortes et l'extérieur brumeux, l'atmosphère un peu mystérieuse. Et puis, en termes de thématique aussi, j'avais pensé à Sofia Coppola et Virgin Suicide avec ces jeunes filles un peu neurasthéniques, on va dire, qui sont jeunes, mais des très vieilles personnes dans de jeunes corps. Et je voulais voir avec toi, ça, je pense qu'effectivement, la question de l'utilisation du passé simple, comme tu le disais, ou justement de la précision du vocabulaire, ça concourt à créer cette atmosphère et cette ambiance aussi. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Euh, Comment tu l'as ressenti toi? Est-ce que tu as fait appel, c'est une question multiple, est-ce que tu as fait appel à des références cinématographiques toi-même que tu aurais évoqué le texte pour caler quelque chose, pour redonner quelque chose dans la version française? Comment ça s'est passé? Je crois que je me suis vraiment laissée emporter par le texte. Déjà, vraiment, ça fait partie des expériences de traduction où ça coule
pas tout seul parce que j'ai quand même eu beaucoup d'allers-retours après, mais oui, j'ai vraiment cette sensation d'être emportée par le texte et de suivre, de voir en fait au fur et à mesure où je tapais mes mots, de voir la scène se dérouler devant moi presque. J'avais vraiment cette impression d'être presque caméra au point. Alors, oui, j'ai tout de suite eu ces sortes de flashbacks de scènes plus ou moins de tout ce que tu nommes et de quelques autres, hein, et le fait que, oui, par exemple, je me souviens au tout début que j'ai traduit, j'ai dû relire, à un moment donné, je me suis arrêtée, je me dis: «Mais on est où et on est quand, en fait?» Il faut vraiment que je sois sûre de où et quand je suis. Parce qu'en fait, on est emporté dans ce récit et ce n'est qu'au bout de, je sais pas, oui, je sais pas, une petite trentaine de pages, je me suis dit: «Il faut vraiment que je vérifie où je suis, en fait». Je savais plus où j'en étais. Heu, J'étais juste partie avec le texte et avec cette espèce d'atmosphère lourde et sulfureuse en même temps et en même temps, très bizarre, il faut bien l'admettre, un peu gothique, un peu on voit bien tout l'esthétique aussi de toutes ces héroïnes, livrées à on ne sait pas trop qui, l'espèce les nonnes et le couvent à côté, enfin, faut pas tout révéler bien sûr, mais il se passe des choses vraiment très étranges et c'est vraiment, évidemment, c'est pas forcément un livre pour les gens qui aiment l'action et les thrillers et les choses, où il se passe tout ça, parce que c'est vraiment un livre dans lequel on rentre et on est englouti soi-même d'entre les pages, quelque part. Et je pense que c'est ça, oui, c'est cette façon-là, ouais, je pense que c'est ça, on est emporté par le texte et en tant que traductrice, j'ai été aussi emportée par le texte, en fait, tout simplement. Merci beaucoup, Catherine. Une dernière précision avant d'arrêter cet entretien. Donc, Johanne Lucke-Holm sera au festival Les Boréales le week-end du 12 novembre à Caen. Merci beaucoup, Catherine. Merci.